Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir à tous. Je suis Sébastien Fumaroli, le directeur des Amis du Louvre, et je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour notre rendez-vous annuel de la conférence des Amis du Louvre. Je voudrais saluer notre président, Louis-Antoine Prat, et notre président d'honneur, Marc Fumaroli, qui sont assis au premier rang tous les deux, et qui marquent le caractère assez exceptionnel de ce rendez-vous. La conférence de ce soir a été organisée en partenariat avec le College of Arts and Design de l'Université d'État de Louisiane, où enseigne notre orateur Darius Spitt, que nous avons le plaisir de recevoir pour son ouvrage qu'il vient de publier aux éditions Brill, Revolutionary Paris and the Market for Netherlandish Art. Nous l'avons également organisé en partenariat avec la Fondation Custodia, qui a soutenu la publication de cet ouvrage, et je remercie son directeur, Rer Luton, de nous faire le grand plaisir d'avoir accepté notre invitation en participant au débat qui suivra la conférence. La thèse de Darius Spitt est une vraie découverte. Elle explore d'une manière inédite l'histoire du marché de l'art parisien sous la Révolution, au travers notamment du marché de la peinture hollandaise, qui était la plus prisée des collectionneurs à la fin du XVIIIe siècle. Au travers de cette histoire apparaît une figure centrale, celle du marchand Jean-Baptiste Lebrun, lui-même peintre et époux de Madame Vigée-Lebrun, et qui eut un rôle décisif aux côtés de David dans la politique d'acquisition du premier Louvre. C'est donc un livre qui intéresse au plus haut point l'histoire des collections du Louvre et qui l'éclaire d'un jour nouveau. Et je remercie Blaise Ducos, conservateur au département des peintures, en charge de la peinture flamande et hollandaise du XVIIe et XVIIIe siècle, d'être parmi nous ce soir. Sa participation à cette conférence montre tout l'intérêt de cet ouvrage pour la connaissance des collections du Louvre. Enfin, cet ouvrage a bénéficié d'une préface de notre président d'honneur, Marc Fumaroli, que je remercie pour avoir été à l'origine de la rencontre de ce soir. Bonne soirée à vous. Darius. C'est très gentil, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Donc, au début de cette recherche était l'observation que vers la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, il y avait dans le marché de l'art parisien, c'est-à-dire en principe dans les ventes aux enchères, un vrai goût pour l'art néerlandais. En goût prépondérant, on s'imagine c'est l'art italien, c'est l'art français, mais non, c'est en effet l'art des Pays-Bas du XVIIe siècle. Donc il y a un écart de 100 ans, 150 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, et étant donné cette observation, parce que cela s'exprime aussi dans les prix, n'est-ce pas, les transactions les plus élevées dans les ventes aux enchères, cela concerne pas exclusivement, mais beaucoup de fois, cela concerne des œuvres d'art néerlandais, parfois pas nécessairement les grands noms d'aujourd'hui. Le goût a changé, n'est-ce pas? Ce ne sont pas a priori des Rembrandt, des Vermeer, mais ce sont des Wouvermans, des Berkems, des Heritaus, des artistes comme ça. Mais donc, dans ce cadre-là, je suis tombé sur ce nom-là, Jean-Baptiste Pierre Lebrun, c'est son autoportrait. Et en fait, de plus en plus, je me suis rendu compte que c'est aussi l'histoire du Louvre, c'est aussi l'histoire du début du Louvre, parce que je suis tombé sur toute une correspondance de Lebrun, ses papiers commerciaux, les papiers de son entreprise, ses papiers privés qui sont conservés dans les départements des manuscrits de la BNF. Et donc j'ai mis tout ça un peu en ordre et j'ai pu tirer des conséquences là qui je pense sont très importantes. Et donc il y a aussi un lien très étroit et cela peut se prendre entre lui et Jacques-Louis David. Et là, j'aimerais commencer avec la comparaison de ces deux autoportraits
Il y a un écart d'environ un an entre ces deux autoportraits et ce sont deux hommes qui se trouvent dans une crise personnelle en ce moment-là, une crise très très sévère. Comme vous savez, peut-être Jacques-Louis David a créé cet autoportrait en 1794 quand il était en prison, n'est-ce pas? Il était du parti de Robespierre, il était jacobin et donc là, il voulait se présenter en tant que peintre, mais pas en tant qu'homme politique, qu'il était. N'est-ce pas? Pour Lebrun, c'est autre chose. À ce moment-là, il a perdu, il a dû vendre sa collection. C'est un moment très, très difficile pour lui aussi à cause des sympathies monarchistes de sa femme, Madame Elisabeth Vigée-Lebrun. Et en fait, on a essayé de le tuer il y a quelques mois avant. Il était chargé des dépôts des biens nationaux, c'est-à-dire des biens qui ont été confisqués des aristocrates, mais aussi la collection de la monarchie, des églises, des couvents. Il y avait des grands dépôts gouvernementaux et donc il était chargé de tout ça. Quelqu'un a tiré sur lui. Et il a été blessé, il a dit « tout ça c'était un accident », mais il avait des vrais ennemis. Et il y avait aussi des histoires qui circulent qu'on était prêt à l'arrêter. Donc il était révolutionnaire, il était définitivement très proche du pouvoir, mais aussi c'était une situation très instable. Et là, il se veut peintre aussi, comme vous voyez, il tient sa palette, ses pinceaux, il a peint très peu. N'est-ce pas? Il y a des nombres de tableaux qu'on connaît de Lebrun, ça fait une dizaine ou quelque chose comme ça. Il tient aussi une publication, sa publication en tome de sa publication principale. On va y revenir, c'est très important parce qu'on voit un peu le frontispice et la première page. Et il fait un choix très intéressant. Là, on va y revenir dans un moment. Voilà, donc on a évoqué Madame Vigée-Lebrun ici plusieurs fois. En effet, c'est elle probablement qui est plus fameuse. Mais pendant l'Ancien Régime, vers la fin des années 1780, c'était, comme je le mis ici, le power couple du monde de l'art parisien. Ils étaient un peu partout, ils étaient très proches des cercles du duc d'Orléans, par exemple. Et donc, le mariage a connu un très moment de crise à cause de la Révolution, parce que Madame Vigée-Lebrun, elle était le portraitiste attitré de la reine, n'est-ce pas? Et donc, elle était monarchiste. Elle a quitté la France dès le début de la Révolution avec les premiers immigrés. Cela a causé un grand problème pour Lebrun, qui était en effet républicain et donc probablement par conviction même. Et donc ça, c'était un grand problème pour lui parce qu'il était aussi un homme d'affaires, n'est-ce pas? Et donc il fallait obtenir un divorce. Ils se sont divorcés en absentia en 1794. Et ce qui est très intéressant, c'est que Jacques-Louis David a aidé avec le divorce des Lebrun. Est-ce qu'ils se sont vraiment divorcés? Alors, on peut discuter ça. Je mis ça en tant que divorce de convenance. Il y a des mariages de convenance. Dans ce cas-là, il y avait un divorce de convenance, pour ainsi dire. Alors, revenons sur Lebrun. Je vous montre ici la seule image connue de sa galerie. C'était très, très grand, rue de Cléry, l'hôtel du Lubert qu'il a acheté. Et donc, c'était pendant les années 1830 qu'on a vendu ça. Et c'était une annonce de la vente. Et on voit comment c'est beau, c'est néoclassique aussi. C'est très intéressant, n'est-ce pas, du point de vue de goût. Le néoclassicisme existe en parallèle avec le goût pour l'art néerlandais, avec le goût
pour l'art de genre. Mais en tout cas, il est un des grands marchands parisiens à cette époque-là. Il y a un concurrent qui s'appelle Alexandre-Joseph Paillet. Tous les deux ont des showrooms comme ça, des galeries commerciales, bien entendu. On pouvait acheter ici. Ils ont organisé aussi des ventes aux enchères de prestige à coup sûr. Mais ce qui distingue Lebrun, c'est que lui, il est vraiment le grand spécialiste de l'art flamand et néerlandais. Il se présente comme ça et il a un grand stock. On peut discuter si c'est sa collection particulière ou c'est le stock de son commerce. En tout cas, donc il met beaucoup d'argent dans ce bâtiment, dans la salle Lebrun qu'il a installé dans l'hôtel Hubert. C'est compliqué ce bâtiment-là. Il y a une cour intérieure, il y a aussi une façade rue Gros-Chenet. En effet, c'est assez complexe. Et en tout cas, il a mis beaucoup d'argent dans la rénovation, dans l'installation de la salle Lebrun, comme la salle s'est présentée ici. Donc, il a fait un mauvais choix quant au timing, n'est-ce pas? C'était en 1787 que la construction a été finie. Il a mis ça en fonction justement au moment où la Révolution éclate. Donc c'est un très mauvais choix et il s'est endetté. En effet, pendant toute sa vie, il avait énormément de dettes, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas étonnant, mais à ce moment-là, ça devient très sérieux quand même pour lui. Alors revenons pour un instant à cette publication-là. Je vous présente les 2 pages des premiers volumes de la Galerie des peintres flamands, hollandais et allemands, publiés en 1792. Et voilà, cela, on peut l'air d'être très similaire, mais il y a des vraies différences. Alors, mettons à part pour le moment le 3e volume. Le 3e volume n'est pas tellement intéressant. Mais il a publié ça au moment où donc Robespierre déjà est au moment de saisir le pouvoir déjà, n'est-ce pas? Il faut se rendre compte du contexte. Et donc il y a des préfaces pour ces 2 volumes-là, et les préfaces sont très révélateurs. Donc, il faut se rendre compte qu'il y a un écart de quelques mois dans la publication des 2 volumes. Donc, c'est la même année, n'est-ce pas? Mais dans la préface du premier volume, il fait l'éloge de Louis XIV. Et donc, dans le 2e volume, il se présente comme davidien, comme républicain. Il présente ses excuses pour mentionner les noms des aristocrates. Il se convertit aux causes de la Révolution, en bref. Et tout ça se voit dans les préfaces, n'est-ce pas? Dans mon livre, je cite les préfaces, mais en bref, c'est ça le problème. Et ça, c'est intéressant. Voilà un détail de son autoportrait que je viens de vous montrer il y a un moment, n'est-ce pas? Vous reconnaissez sa main en haut et un tout petit bout du frontispice de sa publication. Alors, il fait un choix très important ici. Et il ne met pas le frontispice du premier volume au centre, mais il met le frontispice du 2e volume ou du 2e tome. C'est le tome dans la préface duquel il se veut républicain et où il s'attaque aux aristocrates et des choses comme ça, n'est-ce pas? Il y a un vocabulaire qui est vraiment davidien là-dedans. Il s'excuse de ne pas faire des éloges des héros de Rome ancienne et des choses comme ça. Voilà.
Mais en tout cas, c'est un moment de crise pour lui, la crise pour les affaires, et il a dû mettre son fonds de commerce, sa collection privée en vente. Et c'est une vente très importante avec, on fait des milliers de lots, pas seulement des tableaux, il y a aussi des meubles, des antiquités, joailleries, etc. Mais quand même, la peinture néerlandaise et flamande, ça compte pour beaucoup. Si on compte les lots, ça fait 50% des lots. Et par valeur, si on prend les tableaux uniquement, les tableaux néerlandais et flamands, ça compte pour 73% par valeur, et pour les tableaux uniquement, et 42% par valeur de tous les lots confondus. Donc ça, c'est très important. Et en fait, on retrouve dans ce catalogue beaucoup de tableaux majeurs qui se retrouvent aujourd'hui dans les grands musées du monde. Et à titre d'exemple, je vais vous montrer ces deux tableaux-là. Donc, c'était des tableaux qui se trouvaient à ce moment-là dans le fonds de commerce de Lebrun, qui ont été vendus à cette vente de liquidation de 1791. Et voilà en Ruisdael, qui se trouve aujourd'hui au Getty Museum de Los Angeles, et à droite, bien sûr, un exemplaire du Louvre, n'est-ce pas, Gabriel Metz sous la leçon du Virginal. Voilà, c'est là, et à ce titre d'exemple, il y en a beaucoup plus que ça, mais ça vous donne une idée de ce qui se trouvait là-dedans. Il est aussi, il fait mention il parle beaucoup de prix, n'est-ce pas? Et il insiste sur le fait qu'il vend sous les prix que lui-même il a payés. Ça se discute peut-être, mais peut-être c'est vrai à cause du fait où se trouvait le marché de l'art à ce moment-là. Donc, en effet, le modèle de son commerce, ça ne marche plus comme cela a marché sous l'Ancien Régime. Il faut se réorienter. Et en ce moment-là, Jacques-Louis David entre sur la scène. Et en fait, il y en a beaucoup de contacts entre Lebrun et Jacques-Louis David. Tout d'abord, ils ont tous les deux fréquenté les cercles du duc d'Orléans dans le Palais Royal pendant les années 80. Lebrun a organisé aussi les salons de la jeunesse. C'est un salon qui existait en concurrence avec le salon officiel de l'Académie. J'ai déjà mentionné le rôle de David dans le divorce de Lebrun. Voilà. Et donc, dans ce moment-là, il y a une collaboration très étroite entre les deux. Comme vous savez peut-être, Jacques-Louis David était un grand ennemi de l'Académie royale. Il a cherché d'abolir l'Académie. Il a réussi, en effet. Il a convaincu les députés de la Convention nationale que c'est une institution de l'aristocratie, des choses comme ça. Et en effet, il a aboli l'Académie royale et il a fait remplacer par la Commune des Arts. Et donc, c'est dans le contexte de la Commune des Arts où Lebrun a joué un rôle très important dès le début. Plus tard, ils ont changé de nom, ça s'appelle la Société républicaine des arts. Et en fait, Lebrun devient en quelque sorte le porte-parole de David là-dedans, parce que David est trop occupé avec ce qui se passe dans le monde politique en ce moment-là. Donc, Lebrun devient même président. Ce sont des artistes, n'est-ce pas, dans l'Académie dont on parle ici. Et parmi les artistes de l'ancienne Académie, il y avait quelques-uns qui ont dit « Mais est-ce que ce monsieur-là est vraiment un artiste? Est-ce qu'il a un rôle à jouer ?» Mais à la fin, Lebrun était un membre très important.
Voilà, mais comme on sait, David était très proche de Robespierre et quelques années plus tard, il y a la chute de Robespierre aussi, et ça veut dire aussi la chute de David. Et cela a mis fin aux activités de Lebrun dans la Société républicaine des arts. Il fallait se réorienter encore une fois. Et c'est dans ce contexte-là qu'il commence à jouer un rôle important dans la naissance du Louvre. Et au début du Louvre, comme vous savez peut-être, l'idée de transformer le Louvre en musée public est une idée de l'Ancien Régime. Il y avait des projets du duc d'Angevilliers de transformer le Louvre en musée, et bien sûr cela datait de Louis XVI. Mais les révolutionnaires se sont appropriés de ces plans et ont présenté ces plans-là comme si c'était leurs idées. Et pour préparer l'ouverture du Louvre, il y avait deux commissions, la commission du musée et la commission des monuments. Et la seconde commission s'est chargée des biens du clergé, de la couronne et bien sûr des biens abandonnés des immigrés. Et encore une fois, ce sont des commissions composées par des artistes uniquement. La notion d'un conservateur ou d'une conservatrice n'existait pas vraiment à cette époque-là. Donc, ce sont des artistes et dès le moment où on lance ces commissions, Lebrun en veut faire partie. Mais les artistes disent non. Et il ne veut rien savoir de lui. Voilà, il commence à écrire des lettres, comme un fou. Il écrit à tout le monde et c'est toujours, c'est redondant un peu. Il dit, les artistes ne connaissent rien de la peinture, comment conserver, comment restaurer les tableaux, c'est moi. Il faut mon expertise pour restaurer les tableaux. Voilà, c'est ça comment il se présente. Et il n'avance pas. Et finalement, il parle à David, et David parle au ministre de l'Intérieur, qui s'appelle à cette époque Jean-Marie Roland. Le problème, c'est que Roland ne fait pas partie de la même partie que Lebrun et David. Donc, là, Roland dit non. Et à ce moment-là, Lebrun se fâche et commence à écrire et publier des pamphlets comme les réflexions sur le Muséum national, les observations sur le Muséum national, pour mettre une pression sur Roland pour lui nommer dans la commission du musée en principe. Voilà. Mais c'est vraiment une question politique au sein même de la Révolution et des révolutionnaires, parce que Roland est girondin, Lebrun et David, ce sont des jacobins. Et vers la fin de l'année 1792, les girondins sont vraiment en grand péril et Roland se suicide. Et il y a un nouveau ministre de l'Intérieur qui s'appelle cette fois Garat. Et lui, il est un jacobin et cela veut dire feu vert pour ce que j'appelle la conspiration entre David et Lebrun, n'est-ce pas? Et ça se passe dans le contexte d'une collection, la vente d'une collection, la vente de la collection Choiseul-Praslin, en février 1993. C'était une vente organisée par le compétiteur, par le concurrent Paillet, n'est-ce pas? Et là, Lebrun achète sans mandat du gouvernement, à crédit, sans autorisation, 3 tableaux nordiques, une Sainte Famille de Rembrandt, le portrait de Suzanne Formant, il y a aussi un Jacob Jourdan, je vous montre ces 2 tableaux-là. Voilà, c'est ça ce qu'il achète. Et bien sûr, c'est toujours au Louvre jusqu'à maintenant.
il y a aussi une histoire d'un bouclier qu'il a acheté, voilà. Et c'est un montant total de 30 000 livres quand même. C'est très important. Et le gouvernement n'a pas d'argent, n'est-ce pas? Il y a une crise économique, en effet. C'est le début des assignats. Et bien sûr, une crise économique a aussi déclenché la Révolution française. Donc, il faut oser ça. Et en fait, donc, Lebrun a acheté ces tableaux-là à cette vente aux enchères et le gouvernement était ignorant de ce qu'il a fait et que Lebrun s'est endetté au nom du gouvernement. Et on trouve tout un échange de lettres à ce propos-là. Et donc, la seule chose que Lebrun peut avancer pour défendre ses actions, c'est que, comme il est écrit dans un rapport soumis au ministre de l'Intérieur, et je cite, le citoyen Lebrun, peintre, a fait l'acquisition à la vente du mobilier de feu Le Camp Praline de 4 tableaux que le citoyen David, député à la Convention nationale, a jugé d'une importance particulière pour le Muséum des Arts. Alors, comment se tirer de cette affaire-là? Il faut payer, n'est-ce pas? Et à la fin, la Convention vote un budget d'acquisition pour payer cette dette-là pour la première année. Ils votent le premier budget d'acquisition d'un musée public. C'est étonnant quand même, parce qu'il y a à fond cette conspiration-là, et ils ont approuvé, ils ont donné dès ce moment-là 100 000 livres au Louvre comme le premier budget d'acquisition. Donc, les résultats de cette conspiration, comme je l'ai mis, c'est l'établissement d'un budget d'acquisition. Eh bien, c'est un moment où Lebrun vit vraiment, comme je l'ai mis ici, une frénésie d'inventaire. Il avait l'expérience d'établir des inventaires après décès, cela faisait partie de son métier, n'est-ce pas? Mais maintenant, il y a une grande demande pour toutes sortes d'inventaires, parce que établir des inventaires faisait partie de la politique de la terreur sous Robespierre. Étant donné tous les aristocrates qui ont quitté les pays, qui ont laissé derrière eux leurs collections, leurs bâtiments, il fallait prendre charge de tout ça. Il fallait éviter qu'il y en a des vols. Et donc, on met en effet Lebrun en charge de faire toutes sortes d'inventaires, n'est-ce pas? Des inventaires de l'Académie royale, de l'école militaire, des Invalides, du palais du Louvre, des Tuileries, des bâtiments religieux, la cathédrale Notre-Dame, les églises de Saint-Sulpice, Saint-Germain-des-Prés, etc. Et en plus, beaucoup de collections des immigrés et des condamnés. Et il faut se vraiment rendre compte que cela faisait partie de la politique révolutionnaire, parce qu'on a commencé à émettre les assignats, du papier-monnaie, et les assignats ont été garantis par les biens nationaux. On voulait vendre les biens nationaux, l'immobilier, mais aussi des œuvres d'art, n'importe, n'est-ce pas, au moins que ça apporte de l'argent. Et à ce moment-là, on voulait retirer l'argent monnaie. Cela n'a pas marché comme ça, mais c'était très important pour cette raison-là de savoir les valeurs de ce qu'on a à faire. Et donc, dans ce contexte-là, Lebrun a joué un rôle très important. Là encore, à titre d'exemple, je cite la collection de Louis de Noailles, duc d'Aillon. Ici, vous voyez 2 exemples de portraits de Van Dyck et Govert Flinck qui faisaient partie de cette collection-là, inventariée par
Lebrun et qui sont ensuite entrés au Louvre. C'est une histoire un peu compliquée. Le duc d'Orléans était très âgé à ce moment-là. Il est décédé quelques mois avant que Robespierre est arrivé au pouvoir. Et donc, il y avait sa veuve. Et en effet, on a condamné sa veuve, on a guillotiné sa veuve et ensuite, on s'est pris de la collection. Voilà. Et ce sont deux exemples. Et lui, il a dressé l'inventaire de cette collection, qui était une collection très ancienne, qui datait du moment où il y a des premiers collectionneurs français de l'art néerlandais, beaucoup de fois des militaires, en effet, vers le milieu du XVIIIe siècle. Mais la chute de Robespierre en juillet 1794 pose beaucoup de problèmes pour Lebrun aussi parce qu'il a perdu son protecteur David. Alors que faire? Il cherche des nouvelles alliances, n'est-ce pas? Et il trouve un nouveau partenaire dans la Commission des revenus nationaux, connue toujours aujourd'hui sous le nom de ministère des Finances, n'est-ce pas? Donc, et là, il y a un vrai besoin à cause de cette histoire de la dévaluation rapide de l'assignat. Il y a d'abord une inflation et à partir de 1795 et 16, une hyperinflation. Donc, une perte très accélérée du papier-monnaie et il faut vendre, n'est-ce pas? Il faut des revenus et dans ce contexte-là, donc, Lebrun est nommé par le ministère des Finances commissaire provisoire de l'Agence du domaine national et aussi appréciateur des tableaux des directeurs de liquidation du passif des émigrés condamnés et déportés. Et si on lit cette correspondance-là, on se rend compte qu'il y a des procédures très précises pour ce qu'il fait. Alors d'abord, il faut inventarier les œuvres, après la confiscation, il faut les inventarier, et ensuite, c'est lui qui fait le tri. Et il y a des œuvres qui sont réservées au musée du Louvre, au plus haut niveau. Ensuite, il y a une deuxième catégorie des œuvres confisquées qui sont vouées à la décoration des bâtiments officiels. Cela concerne que très peu des œuvres. Et finalement, tout le reste a été mis aux ventes, aux enchères, ou parfois aussi il y a des échanges. Les échanges, c'est très important, en particulier avec les fournisseurs du gouvernement. N'est-ce pas? Le gouvernement a du mal à payer les fournisseurs et parfois les fournisseurs acceptent des tableaux, des œuvres d'art au lieu de paiement en espèces. Et ils ont bien fait parce qu'après tout, c'est de l'argent inflationnaire. Donc, voilà, c'est un nouveau front qui s'ouvre et par la suite, à partir de 1794, il y a aussi des demandes du gouvernement de dresser des listes de objets qui peuvent être confisqués par l'armée du Nord. En ce moment-là, c'est le début des guerres révolutionnaires. Beaucoup de pays étrangers ont déclaré la guerre à la France. Il fallait se défendre et en fait, les Pays-Bas autrichiens, l'Hollande, sont occupés par les armées françaises par la suite. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on lui demande de dresser ces listes pour prendre les œuvres des collections du Stadtholder, par exemple, mais aussi des églises, des couvents, des personnalités politiques, publiques, pour les apporter à Paris, pour les montrer au Louvre. Ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que Lebrun ne se déplace pas.
Donc, il reste à Paris et dresse tous ces listes qui sont envoyées par l'abbé Grégoire à l'administration des armées, et il y a tout un flux des œuvres qui arrivent à Paris. Parfois, si on fait mention de cette notion, les conquêtes artistiques, on pense à l'Italie, n'est-ce pas? On pense à l'Italie et à Napoléon Bonaparte. Mais non, cela a commencé bien avant Napoléon Bonaparte, cela a commencé en effet pendant l'époque révolutionnaire, et cela a continué pendant les directoires. Et il y a des lettres étonnantes, des descriptions de ce qui s'est passé, par exemple, dans la cour carrée, des descriptions où la cour carrée était parsemée d'écailles, des pentures, on a roulé des pentures qui sont arrivées. Et donc, dès les œuvres arrivent, Lebrun est chargé de toutes les pas de l'enregistrement. Et cette fois-ci, par mandat du comité d'instruction publique. Voilà. Donc, c'est ça. Encore une fois, je vous présente un exemple d'une œuvre d'art qui est arrivée de cette façon. Bien sûr, cela a été restitué. C'est la grande déposition, le triptyque de Rubens de la cathédrale Notre-Dame d'Anvers. Donc, on a transporté cette œuvre-là à Paris sous l'égide de Lebrun, n'est-ce pas? Cela faisait partie des conquêtes artistiques. Donc, mais Lebrun n'est toujours pas content. Il veut avoir plus de pouvoir encore, et c'est là il arrive au comble de son pouvoir pendant les directoires vers 1797, où il y a une réforme de l'administration du Louvre. Avant, c'était le conservatoire du Louvre, maintenant, c'est l'administration du musée central du Louvre. Et dans le cadre de cette réforme, il est nommé commissaire expert du Louvre. Le premier commissaire expert, c'est un poste très compliqué parce qu'il ne faisait pas partie de l'équipe du musée. Il était un conseiller externe, on dirait peut-être aujourd'hui un consultant, n'est-ce pas? Et alors, on dit peut-être, et alors, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais non, parce que vraiment, pendant ces mois-là, vers la fin du directoire, c'est vraiment la personne qui fait les décisions au Louvre. Il est vraiment le maître des lieux, pour quelques mois seulement, mais quand même. Il établit les inventaires, il inspecte les œuvres quand ils arrivent, il fait les rapports des acquisitions, il décide aussi sur l'accrochage. Ça, c'est important, l'accrochage, parce qu'avant, c'était tout mêlé. Et lui, il insiste sur un accrochage par école. Et il y avait, au tournant du 19e siècle, 3 écoles. L'école italienne, l'école nordique et ensuite l'école française. Donc, il a insisté qu'on sépare les 3 écoles, n'est-ce pas? Il a insisté sur ça. Et bien sûr, il fait la décision quelles sont les œuvres dignes d'entrer au musée du Louvre. Et il devient un personnage incontournable dans l'administration, malgré son statut externe. Et encore une fois, un exemple d'un tableau dont il avait écrit le rapport. Et ça, c'est bien sûr, ça se trouve aussi sur la couverture de mon livre, à juste titre, parce que c'était une œuvre extrêmement admirée. Il y en a des contemporains qui ont laissé des témoignages que Napoléon Bonaparte croyait que c'est vraiment l'œuvre d'art le plus important du monde, n'est-ce pas? C'est de Herretau, la famille tropique. Et c'est aussi exceptionnel parce que cela a été pris du roi de Sardaigne. Et donc, Lebrun fait le rapport de cette œuvre-là. Il organise aussi des échanges. Ici, c'est un exemple d'un échange, une œuvre de Govert Flinck, aussi au Louvre. Et là, il avait affaire avec
en marchand néerlandais un peu malhonnête qui s'appelle les Cochlers. Cela s'est passé en 1797. Et donc, c'était lui qui établissait les estimations. Il a dit, ah bien, on veut bien ce grand tableau-là, et je pense que ça vaut 3600 francs. Et je vais vous donner 9 petits tableaux provenant du musée du Louvre, de Carré du Jardin, Van der Werf, David Teniers, Van Peulenberg, quelques œuvres attribuées à Murillo et Michel-Ange, mais tout ça vaut 3700 francs. Alors, que faire avec la différence de 100 francs, n'est-ce pas? Ce qui est très intéressant là, c'est qu'on parle très peu d'argent, n'est-ce pas? L'argent, ça ne veut pas beaucoup. Et donc, en effet, alors Cochlers ajoute un petit dessin d'Adrien van Ostade, et maintenant c'est bien. C'est estimé à 100 francs, c'est ça comment ça se passe. Voilà, ce sont les échanges. C'est un exemple d'un échange. Alors, ça ne dure pas très longtemps, n'est-ce pas? Napoléon arrive au pouvoir après son retour de la campagne de l'Égypte en 1799. C'est le début du consulat, il devient un homme politique. Et c'est aussi le moment où beaucoup d'émigrés retournent en France. Ils veulent récupérer leurs biens et donc on ferme les dépôts nationaux. Il n'y a plus de question de vendre des choses, n'est-ce pas? L'hyperinflation, c'est fini aussi depuis 1797. Le franc germinal a été introduit, donc il n'y a plus d'assignats. Donc ça, c'est fini. Et Lebrun veut vraiment devenir le premier directeur du Louvre, du musée du Louvre. Il n'y avait pas de directeur jusqu'à ce moment-là, mais Napoléon, lui, il voulait installer Vivant-Denon. Et donc, vous avez à côté Denon, n'est-ce pas? Donc, Vivant-Denon devient le premier directeur du Louvre, pas Lebrun. Mais Lebrun étant donné qu'il était un grand écrivain de lettres, il a écrit beaucoup de lettres à Bonaparte où il présente son expertise pour devenir le premier directeur. Mais bref, ce n'était pas le cas. Et ensuite, c'est Vivant-Denon et Henri Bayle, le futur Stendhal, qui établissent des inventaires, cette fois avec des vrais prix. N'est-ce pas? Lebrun pouvait bien être un homme de commerce, mais il a mis très peu de prix quand même. Voilà, c'est une citation d'une de ses lettres à Napoléon Bonaparte, mais à la fin, il demande d'être nommé directeur ou inspecteur général des peintures de la République. Je ne sais même pas s'il a envoyé cette lettre-là. C'est un brouillon qui se trouve dans ce papier, mais c'est très intéressant quand même. Bien, donc l'histoire du Louvre, c'est presque terminé, n'est-ce pas? Et la question se pose, quoi faire après? Il faut aussi mentionner que sa femme ou ex-femme est de retour. Madame Vigée-Lebrun est permis de rentrer en France. Elle est raillée de la liste des immigrés. En juin 1800, elle rentre en France. Et donc, Lebrun veut relancer ses affaires, n'est-ce pas? Il veut redevenir marchand, mais le climat a beaucoup changé. Il y a beaucoup plus de concurrence, il y a une économie qui a changé. Après tout, c'est le militarisme de Napoléon Bonaparte qui règne suprême. Il a toujours des dettes énormes. Il fait des voyages en Espagne, en Suisse, et il espère récupérer les œuvres là-bas, mais tout ça n'aboutit pas. Il renoue des relations avec l'Angleterre, avec des gens comme William Harris et James Christie, bien sûr. La maison de vente aux enchères Christie's est nommée après lui, mais quand même, ce n'est plus un succès. Et à la fin, il est même contraint de vendre l'hôtel Hubert, mais attention, vendre son immobilier
à son ex-femme, Madame Vigée-Lebrun, n'est-ce pas? Un triomphe pour elle, à coup sûr. Donc, il continue à louer une chambre là. Il meurt quelques années plus tard, 6 ans plus tard. Voilà. Donc, en bref, mais avant de quitter ce dernier chapitre de sa vie, je voulais quand même mentionner 2 œuvres qu'il a achetées pour le Louvre tardivement, après son retour aux affaires, le fabuleux Vénix à gauche, qui a été acquis dans une vente organisée par Lebrun, la vente Paillet-Coquelos de 1801, et aussi le fabuleux Prêteur et sa femme de Quentin Matsys, qui n'a pas été vendu dans une vente, la vente Marivaux qu'il avait organisée, mais qu'il avait vendu au Louvre après la vente en 1806. Donc, il continue à jouer un rôle à ce niveau. Et je voulais conclure par cette comparaison. Je ne sais pas si vous connaissez le monsieur à droite ici. Non, c'est connu? Non, peut-être quelqu'un le connaît. Jeffrey Deitch, c'est Jeffrey Deitch, un marchand new-yorkais qui fut nommé il y a quelques années comme directeur du Museum of Contemporary Art à Los Angeles. Et ça, c'est mal fini avec lui. On lui a renvoyé, n'est-ce pas? Et là, je trouve que c'est une comparaison très intéressante. Alors, les marchands doivent-ils gérer des musées? Et aujourd'hui, on sait bien que la réponse, en général, c'est non. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en effet, au début du Louvre, du premier musée public du monde, il y en a un marchand qui a joué un rôle très important. Donc voilà, merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus, voilà le livre. Il y a toutes les notes, toutes les sources. Merci beaucoup pour l'instant. Voilà, je vais passer la parole à Blaise Ducos. Oui, merci Sébastien. Alors, en toute simplicité, d'abord un mot pour remercier les amis du Louvre, les amis du musée du Louvre, pour cette invitation. Et puis, c'est vraiment un plaisir, ce n'est pas un devoir. Je suis là et je vais rendre hommage au travail du professeur Spitt, qui a fait avec ce livre, qui livre aujourd'hui une contribution considérable. Vraiment, en toute simplicité, bravo et merci. Évidemment, votre travail dans ce grand livre qui, je crois, fait environ 500 pages, enfin c'est une somme, plus de 500 pages, c'est un événement pour les historiens du goût, c'est un événement pour les personnes qui s'occupent des provenances, l'histoire des provenances, et puis même pour les relations franco-néerlandaises au XVIIIe siècle, puisque au détour de l'un de vos développements, vous expliquez que Paris est la première place pour le marché des œuvres nordiques en Europe. Alors j'ai relu cette phrase à plusieurs reprises et bon, c'était évidemment une formule frappante et je pense que votre livre est fait pour démontrer la chose. Alors, à titre personnel, évidemment, puisque je m'occupe des tableaux hollandais et flamands ici, c'est une grande chance et une grande responsabilité. C'est un ouvrage, votre livre, qui m'a plongé, enfin d'abord qui m'a immensément réjoui, puisque c'est le livre qu'on n'avait pas et enfin qu'on a. C'est aussi un ouvrage qui m'a plongé dans une profonde mélancolie, puisqu'il y a à chaque page des tableaux du musée du Louvre, qui sont au musée du Louvre, et puis il y a à chaque page des tableaux qui devraient être au musée du Louvre, mais qui en sont partis. Voilà. Donc évidemment, mais le monde était sorti de ses gonds, pour reprendre une expression fameuse, et c'est vrai que le rôle de ce marchand intrépide, audacieux et interlope, peut-être, votre dernière image, votre dernière photo le suggère, le caractère interlope du personnage, a été rendu possible par le fait que le monde, à l'époque révolutionnaire, était hors de ses gonds.
Alors, très rapidement, je vais peut-être pour répondre ou pour faire que la balle continue à rebondir, suggérer, lancer quelques pistes de réflexion avec la première image. Alors évidemment, il fallait que je parle d'un tableau qui n'est pas nordique. Voilà, pour faire contrepoint rapidement. Avec un tableau donc d'Orazio Gentileschi, un Moïse sauvé, un Moïse retrouvé, sauvé des eaux, donc avec la fille de Pharaon, et ses suivantes qui se pressent autour du jeune enfant. C'est une œuvre qu'on a pu voir récemment à la Royal Academy dans l'exposition sur les collections de Charles Ier à Londres. Et c'est une œuvre aujourd'hui en collection privée britannique. Eh bien, c'était une œuvre qui était dans la collection Orléans. Et c'est une œuvre absolument sublime qui a été ensuite exportée à Londres et qui a fait donc l'objet qui a été incluse comme l'un des lots phares, dirait-on, de la vente. Alors, pour mémoire, les Espagnols en ont au musée du Prado une autre version, peut-être un tout petit peu moins sublime, enfin évidemment ce sont des degrés dans le merveilleux. Donc les Espagnols en ont, les Anglais en ont, voilà. Bon, mais c'est une œuvre qui a été gravée comme beaucoup des œuvres de la Galerie d'Orléans, et j'ai voulu, j'ai retrouvé cette gravure, inversée comme de juste par le processus technique de la gravure, qui montre donc le tableau et qui nous donne la lettre. Donc bien sûr, le propriétaire, la galerie de son Altesse Sérénissime, Monseigneur le Duc d'Orléans, et puis écrit en tout petit, en bas à gauche, il est écrit, peint par Don Diego Velázquez. Voilà, donc je voulais juste poser la question avec cette lettre de cette gravure, de l'exactitude, des attributions. Alors évidemment, donc c'est une erreur. Et donc, en fait, je voulais juste souligner qu'il règne parfois un flou considérable dans la connaissance de ce qu'avaient les collectionneurs, mais je veux dire de ce qu'eux-mêmes pensaient, croyaient posséder. Donc la question tout simplement, c'est est-ce que ce flou, c'est une espèce de grésillement sur la ligne comme un bruit de fond, ou bien quelque chose qui perturbe gravement l'analyse historique. Voilà. Et ça, j'ai pas vu, enfin, j'ai pas su percevoir dans ce que j'ai lu rapidement de votre ouvrage, de développement sur cette question qui, je pense, quand même peut faire déplacer les lignes et vraiment gêner l'analyse. Ensuite, évidemment, vous citez à loisir ce Vendy, qui est l'un des plus importants tableaux du musée, Le Roi à la chasse. Et bon, c'était juste parce que ce tableau a été prêté par le musée à l'exposition sur Charles Ier. Et je voulais vous livrer le dernier état de la question sur sa provenance, puisque vous avez un développement assez précis sur la façon dont il a pu arriver en France avec le biais italien de la maison de Savoie, comme quoi il y aurait un lien très fort entre les Stuarts, puisque c'est le grand souverain Stuart, et puis donc les Savoie, et que c'est ce lien qui aurait ensuite permis par un don, je passe sur les détails, mais enfin l'arrivée du tableau en France. Et juste pour dire que le centre de gravité, il est peut-être antérieur, et je me suis laissé dire, j'ai cru comprendre en voyant le travail des collègues qui avaient fait cette exposition sur Charles Ier, et donc en particulier sur ce tableau, que le tableau était arrivé en France plus tôt. Sans doute, pense-t-on. C'est une autre hypothèse, en tout cas, qui semble aujourd'hui l'emporter, mais on n'a pas de documents. Donc c'est vrai, on ne peut pas trancher. Mais aujourd'hui, il semble que parmi les gens qui travaillent vraiment sur ces questions de provenance, ce tableau, on pense qu'il est arrivé au moment de l'exil de la reine, épouse de Charles Ier, Henriette Marie. Donc, pour revenir à ce tableau-là, il était avec la reine. Il est parti, on le sait, lui, absolument, qu'il était avec la reine Henriette Marie. Donc, il fait 3 mètres de large, donc il n'y a aucun obstacle matériel à ce que la reine, même dans son exil, ait pu emporter le portrait de son époux. Ensuite, autre piste de réflexion. Vous savez qu'on dit souvent qu'au XVIIIe siècle, et puis même aujourd'hui, peut-être, que les Français, lorsqu'ils veulent acheter de la peinture d'histoire nordique, ils achètent de l'art flamand.
Parce qu'en fait, ça ressemble un peu à l'art italien, où c'est formé beaucoup, c'est passé au crible italien. Et donc, là, par exemple, avec cet exemple du Louvre, où De Vos et Jan Wildens livrent un paradis terrestre, avec la création d'Ève tout au fond dans le paysage. Donc on aurait l'exemple typique, très loin de la peinture hollandaise d'histoire. Voilà, à la Jan Steen, par exemple. C'est un des grands peintres, notamment les grands peintres d'histoire hollandais. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut penser les choses, puisque on a d'autres exemples dans le Paris pré-révolutionnaire, au moment où Louis XVI constitue sa collection, qui effectivement ensuite aboutira au muséum, deux tableaux qui redéfinissent l'art hollandais. Et donc je voulais juste livrer cette piste de réflexion, puisque avec ce tableau de ce paysage pastoral qui est immense, qui fait plus de 2 mètres de large, vous avez à la fois l'ultra-modernité hollandaise, c'est ce tableau urbain avec omniprésent le phénomène urbain dans le pays, dans les provinces unies du XVIIe siècle, et puis ce musicien, ce Pifferaro hollandais, qui donne en fait une référence à l'âge d'or des anciens. Donc vous avez à la fois dans la définition du siècle d'or hollandais l'ultramodernité, le phénomène urbain, la grande métropole, les métropoles, et puis cette référence rêvée, idéale, qui redéfinit la nation nouvelle hollandaise, me semble-t-il. Voilà, autrement dit, dans votre réflexion, que j'ai dévoré, sans cesse à laquelle je vais revenir, parce que vraiment à chaque page j'apprends des choses, j'ai eu l'impression que l'art hollandais était un peu pris, enfin l'art nordique, était un peu pris comme permanent, un invariant. Alors qu'à mon sens, il est l'objet de définitions concurrentes, rivales, et en permanence en évolution, ces définitions. Et cette perception même de ce que c'est que le siècle d'or, en fait, n'avait rien d'une évidence. Et dans la galerie d'Orléans, chez les autres collectionneurs, chez le roi sans doute, il y avait certainement des personnes qui percevaient l'art hollandais de façon très hétérogène. Voilà. Donc ça, c'est une dernière et peut-être petite piste de réflexion que je voulais vous lancer. Mais en tout cas, évidemment, ce travail, je le salue bien volontiers, parce que pour moi, c'est magistral. Merci encore. Peut-être une petite remarque que je n'ai pas mentionnée là, c'est qu'en effet, Lebrun, si on fait l'étude de ce qu'il avait, il y en a beaucoup de Rubens, il y en a en goût, bien sûr, il y avait beaucoup de tableaux hollandais aussi, mais je pense quand même qu'il avait une petite préférence pour l'art flamande. Oui, voilà, justement pour ajouter ce que vous venez de dire. Darius, j'ai lu ton livre il y a 4 ans maintenant déjà, quand c'était un énorme manuscrit. Ça a été reformulé dans beaucoup de sens, mais ça reste, je suis d'accord avec Blaise, plus de 500 pages d'analyse très profonde. On ne voit pas ça aujourd'hui. La présentation était presque biographique sur Lebrun, mais je vous assure que le livre a des statistiques, il a compté, il a fait des longues analyses des œuvres qui ont été parues sur le marché et pour quel prix ils ont été vendus. Et je suis un peu d'accord avec Blaise que regarder, parler tout le temps de l'école nordique, c'est déjà très différent, l'art flamand. Et aussi, si tu lis Rediscoveries in Art, le livre formidable de Francis Haskell, il indique très bien que le goût est très différencié. On peut regarder comment c'est. Si je te pose la question, si pendant l'époque Lebrun, la période que tu as étudiée, est-ce que tu peux dire qu'il a reformulé un peu à son époque le canon pour l'art néerlandais? Ou est-ce que tu peux dire non, ce qui était en vogue déjà au début du XVIIIe siècle, ça restait un peu pareil. Des artistes de clé dans ton histoire, oui. C'est David Teniers, évidemment, Teniers, oui. Qui était déjà très recherché pendant oui. Sa vie, et je pense que ça n'a pas changé. Oui. Mais est-ce que Lebrun a ajouté des noms
des écoles, est-ce qu'il y avait des préférences très spéciales? Oui, c'est très intéressant. En effet, je viens de parler de la galerie des peintres flamands, hollandais et allemands. Alors là, c'est calqué sur Descamps, mais abrégé. C'est une version abrégée de Descamps. Alors, il faut expliquer ça. Descamps était l'auteur du premier dictionnaire de l'art néerlandais au début en France, en français, n'est-ce pas? Il y avait, bien sûr, il y avait beaucoup de dictionnaires, histoire de l'art, de l'âge d'or néerlandais aux Pays-Bas, mais ça, pour la France, Descamps était le premier. Et là, il a vraiment calqué ça, mais il a omis beaucoup d'artistes, et évidemment, il a souligner les artistes qui se sont bien vendus chez lui. Et il a aussi fait une autre chose par rapport à Descamps. Descamps, c'est simplement un dictionnaire. Tandis que la galerie des peintres flamands, hollandais et allemands de Lebrun, il y a des illustrations. Il y a des gravures là-dedans qui ont été faites à partir des tableaux qui sont passés dans sa galerie. Et ça, c'est très important parce qu'évidemment, on voulait regarder. Il n'y a pas de photographie, donc c'est ça, comment ça s'est passé. Donc, oui, la question du canon, c'est très important. En effet, en ce moment, je travaille sur un nouveau projet d'un livre en optique plus large qui s'appelle « Le canon et le marché de l'art ». Pas seulement cette époque-là, mais de façon générale, parce que je pense que ça, c'est très important, la complicité de l'histoire de l'art dans ce qui se passe dans le marché de l'art aujourd'hui, n'est-ce pas, étant donné les prix qui sont payés. Mais pour retourner à cette époque-là, alors je pense que vraiment, il y en a un canon français de l'art néerlandais qui est exprimé par la galerie des artistes flamands, hollandais et allemands de Lebrun. Et donc c'est édité, il s'est débarrassé des artistes moins connus qui se vendent moins bien. Et bien sûr, il n'avait pas des exemples à montrer, à illustrer. Donc de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Et bien sûr, j'ai mentionné ça un peu au début de ma présentation. Si on pense l'art flamand, hollandais, aujourd'hui, les grands noms, nous avons parlé de Vermeer, n'est-ce pas, une chose pour laquelle Lebrun est fameux, c'est d'être vraiment le premier à mentionner, à reconnaître Vermeer en dehors des Pays-Bas. Très tôt, il savait, c'est très petit, là, la notice là-dedans, mais quand même, il fait mention de Vermeer, ce qui est quand même fascinant. Nous avons l'intention à la Fondation Custodia de faire une exposition sur Théophile Thoré et sa contribution au canon néerlandais. Ouais. Et on veut faire une réédition de son livre en 2 volumes, très difficile à trouver, Les musées de la Hollande. Et là, il regarde l'art néerlandais avec des prédilections. Il parle de la croûte qu'il n'aime pas et il est très sensible à donner ses réflexions, ses idées là-dessus. Il était très ami de Manet et on voit très bien que dans le contact avec Manet, cultiver le goût pour Frans Hals et c'est passé dans le discours entre eux. On peut voir, je pense très bien, que vis-à-vis ce moment, ces décades que tu as étudiées, vis-à-vis le milieu du 19e siècle où Thoré découvre vraiment Vermeer et il a Fabricius, des artistes qui sont très honnêtes dans leur façon de peindre, qui sont des pré-impressionnistes ou des pré-réalistes, comme tu veux. Il y a un autre regard, et c'est pour ça que ça m'intéresse de voir, parce que Dao, sur la couverture, les tableaux qui étaient encore très chers à l'époque de Lebrun, sont sincèrement d'autres tableaux qui ont
fait des prix énormes dans la deuxième moitié du 19e siècle. Oui, bien sûr. Et toi, tu as vraiment inspiré le dernier chapitre, là, la conclusion, où je parle de Toré. Et je trouve ça fascinant parce que, évidemment, avec Toré, il y a aussi le côté politique. Donc, il y a des idées de l'analyse sociologique des sujets qu'il n'y avait pas avant. N'est-ce pas, les paysans, eh bien, mais bien sûr, ça s'explique par l'époque. Et donc, c'est étonnant quand même, à l'époque de Jacques-Louis David, et même Robespierre, il y avait des paysans, mais il n'y avait pas de pensée sociologique là-dedans. Et bien sûr, ça se passe au milieu du 19e siècle. Je pense que ça, c'est très intéressant parce qu'on peut en effet étudier à part ça le changement des mentalités et les approches vis-à-vis l'art néerlandais. Oui. Ouais. À l'époque de Lebrun, il y avait les années très productives de Georges Michel, dont on a fait l'exposition cette année. Il regardait Ruisdael, il regardait dans le passé, il était totalement en dialogue avec l'art de Ruisdael et Philips Koning. Si tu regardes les artistes à l'époque de Lebrun, sa femme c'est autre chose, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y avait vraiment, à cause de cet intérêt pour l'art néerlandais, aussi parmi les artistes, un intérêt qui était plus profond? Oui, tout à fait. Oui, c'est une très bonne question. Et en fait, parce que le livre c'est déjà énorme, n'est-ce pas, pour les éditeurs aujourd'hui, c'est une charge, mais j'ai dû couper plusieurs chapitres où je traite vraiment comment cela a influencé l'art français au XIXe siècle et aussi comment cela, ce engouement pour l'art néerlandais et flamand était un catalyse pour le marché de l'art moderne. On dit beaucoup que vraiment c'était l'impressionnisme là où on a la naissance du marché de l'art moderne, mais non, on peut descendre à la restauration avec des gens comme Alphonse Giroux qui était très important dans le commerce non seulement de l'art néerlandais et flamand, mais aussi des pastiches. N'est-ce pas? Et une chose, cela dépasse largement le sujet que j'ai couvert ce soir, mais ça se trouve aussi dans mon livre. Et il y en a, à partir du moment de la Révolution, il y a une explosion de pastiches. Et on n'hésite pas, par exemple, à vendre des tableaux qui sont apparemment pas de Téniers, sous le nom de Téniers, c'est comme une marque. C'est comme une marque, vraiment. Et bien sûr, ce sont des copies, probablement par des artistes français. C'est aussi très intéressant, puisqu'on parle de Georges Michel, il y a des anecdotes que dans sa jeunesse, il a produit des copies pour Lebrun. Ça vient de sa veuve, donc c'est difficile à vérifier, mais c'est quand même assez intéressant. Donc, qu'il a fait son début peut-être avec Lebrun. Est-ce que je peux revenir une fois encore sur le fin de ta conférence? Je pense que ce n'est pas tellement étrange de devenir directeur de musée après avoir travaillé dans le marché ou comme marchand. Je pense à cette époque-là, il n'y avait pas l'étude d'histoire de l'art, c'était l'expertise, l'œil était parmi les marchands, je pense, et je vois ça encore très bien aujourd'hui que ça marche. C'est vrai. Et le premier directeur du musée Boijmans à Rotterdam, 1847, c'était Arian Lamme, c'était aussi un marchand local qui connaissait le marché, et c'était à lui aussi d'acheter pour le musée. Et ça, je trouve, c'est intéressant de voir. Le fondateur de la Fondation Custodia, Frits Lucht, il a commencé dans une maison de vente. Il a créé un musée privé que nous gérons aujourd'hui. Mais là aussi, tu vois que ce mélange de cultiver un œil
dans le marché, sur le marché, et de devenir quelqu'un très attaché. Et je trouve ça moins étrange que tu l'as Oui, proposé. non, mais là, je fais référence au discours là, au moment avec Jeffrey Deitch. C'était une grande controverse aux États-Unis. On ne peut pas nommer en marchand, voilà. Donc c'est une histoire fameuse, n'est-ce pas, où on a dit, eh bien, on ne peut pas, il y a cette frontière-là, et on ne peut pas franchir cette frontière. En réalité, on sait bien que ça s'est passé beaucoup de fois, mais beaucoup de musées aujourd'hui pensent que ce ne soit pas acceptable avec leurs idées de professionnalisme. Est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient poser des questions à nos orateurs? Sait-on si Elisabeth Vigée-Lebrun a influencé son mari dans les achats de sa collection ou pour les musées? Je pense que c'est tout à fait possible. Et donc, avant la Révolution, elle a accompagné son mari. Oui, c'est vrai, il y en a dans ses mémoires, et il y a des exemples où elle parle de ça. Donc, je pense qu'on pourrait dire oui. Et même après le divorce, le soi-disant divorce, elle a continué à travailler pour lui. Elle a établi, parce qu'elle a beaucoup voyagé, elle était en Italie, elle était en Russe, et elle était un peu en agent pour son mari. Donc, je pense qu'elle a joué un rôle très important. Il a aussi, et elle se plaint de lui bien sûr dans ses mémoires, mais il a aussi utilisé sa femme pour le marketing parce qu'elle a établi un petit atelier dans l'hôtel Hubert. On pouvait voir, regarder les tableaux, beaucoup de fois néerlandais et flamands, dans la salle Lebrun. Et à côté de là, il y avait l'atelier, on pouvait observer Madame Vigée-Lebrun devant ses tableaux, en train de peindre des tableaux. Voilà. Donc, c'était des partenaires aussi dans les affaires. Et cela a commencé bien après le divorce et la Révolution. Donc, je pense qu'on peut dire oui. Elle a joué un rôle très important, même dans le choix des œuvres qu'il a achetées et exposées. Voilà, je voulais vous dire aussi que le livre de Darius Schmitt est en vente à la sortie. Darius pourra même vous le dédicacer si vous le souhaitez. S'il n'y a plus de questions, nous allons... Ah, madame. Oui, très bien. Oui, je voulais... il est assez surprenant, en tout cas pour moi, d'entendre parler de marché de l'art sous la Révolution. Et ma question, est-ce que vous avez du reste dit que Lebrun avait peu chiffré la valeur des toiles? Peut-on dire que les prix se formaient à l'époque lors des ventes qui avaient lieu, organisées par Lebrun ou d'autres? Et qui étaient les grands acheteurs? Puisque évidemment à l'époque il n'y avait pas de musée, les grands collectionneurs étaient plus ou moins partis, en tout cas en France, et en dehors des nouveaux riches, on peut les qualifier ainsi, qui achetaient les œuvres qui étaient relativement onéreuses? Oui. Je vous remercie beaucoup. Oui, très bien, très bonne question. Alors, il y en a deux classes des acheteurs. D'abord, il y a l'Angleterre. Et donc, l'exportation des œuvres en Angleterre, ça compte pour beaucoup. Et il y a des polémiques même, parce qu'on ne voulait pas laisser les œuvres partir en Angleterre, mais c'est l'Angleterre où il y a des gens qui ont les moyens d'acheter ça. Et donc, il y a presque un voyage des œuvres, n'est-ce pas, au XVIIIe siècle, ça partit des Pays-Bas ou des Pays-Bas autrichiens vers Paris à partir de, disons, 1740, quelque chose comme ça, 1730 peut-être, même un peu avant. Mais donc vraiment le goût français, c'est le moment fondateur de ça. Et ensuite, à l'époque de la Révolution, les œuvres partent de Paris
vers Londres et plus tard, bien sûr, aussi vers les États-Unis. C'est très important au XIXe siècle, deuxième moitié du XIXe siècle. Donc, c'est une histoire qui continue. Donc, l'exportation des œuvres, ça compte pour beaucoup. Plus tard, il y a le blocus continental où ce n'est plus possible, mais pendant les années 1790, oui, tout à fait, c'est très important. Il y a des agents. Blaise Ducos a parlé de la collection du duc d'Orléans. Tout cela acheté, avec quelques exceptions bien sûr, mais presque l'entière collection a été achetée et exportée en Angleterre et dispersée là-bas. Et c'était la grande collection, n'est-ce pas? C'était la collection de référence en France. Une perte absolue. Et on a toujours des estampes. Heureusement, tout cela a été documenté. On a des images. Mais il y a des descriptions. On sait bien ce qui s'est passé. C'est une histoire fou comment ça s'est passé. Mais les résultats, c'était que cette collection qui se trouvait au Palais Royal, qui était là pour... presque 100 ans, n'est-ce pas? C'était perdu pour la France et on trouve ça un peu dans les collections britanniques. Mais c'était aussi la collection dont s'inspirait toute la génération de Jacques-Louis David, des artistes. C'est une histoire qu'on connaît très mal aujourd'hui et qu'il faut redécouvrir. Et bien, il y a l'exportation vers l'Angleterre, ça compte pour beaucoup à ce moment-là. Et ensuite, vous avez tout à fait raison, il y a les fournisseurs du gouvernement, des gens presque toujours liés avec l'administration des armées. N'est-ce pas? C'est là où on pouvait gagner de l'argent sous le directoire. C'était parce que l'économie s'était déprimée. C'était aussi à cause des assignats. Et ensuite, pour retourner à cette histoire de l'exportation, c'était bon marché d'acheter de l'art en France à cause du fait qu'on pouvait payer un assignat. Et les assignats, alors, il fallait bien... retenir les œuvres parce qu'on est payé en argent qui perd son valeur presque immédiatement. Et bien sûr, il y a toutes sortes d'histoires, des destins des œuvres où on voit des gens qui ont fait des profits incroyables en spéculation en matière de l'art. Et en fait, il y a tout un autre chapitre dans mon livre où je m'occupe de cette question-là, de la perte des valeurs des œuvres d'art néerlandais. Et pour rappel, c'était des valeurs sûres, donc des œuvres les plus recherchées. Et là, j'ai trouvé dans la décade, donc pendant les années 90, par rapport aux années 80 du XVIIIe siècle, il y en a une perte pour les 50 artistes de l'école du Nord les plus appréciés. Il y avait une perte de 55% de la valeur. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Mais si on avait des assignats, on a tout perdu. Donc, c'était bien mieux d'acheter des œuvres d'art que d'avoir tout un tas d'assignats chez soi. Et donc, j'ai continué avec cette analyse-là. Et en fait, il fallait attendre jusqu'au début de la monarchie de Juillet pour récupérer les prix qu'on avait payés pour les œuvres flamands et néerlandais avant la Révolution, sous l'Ancien Régime. Donc, il fallait attendre quelques 40 ans pour attendre le même niveau des prix. Donc ça se trouve dans un autre chapitre, c'est un travail plutôt statistique, mais je vous remercie beaucoup pour cette question, c'est une très bonne question ça. Merci. Une dernière question si vous voulez. Bien, écoutez, je remercie encore une fois Darius, Rère et Blaise pour leur participation.
remercie à vous et vous donne rendez-vous le 5 juin pour notre Assemblée Générale, notre grande messe annuelle. À très bientôt.